depuis cette année, il y a eu un peu un séisme, un bouleversement dans le secteur de la formation continue des kinésithérapeutes avec l'arrivée du DPC. C'est l'événement des 20 dernières années. Alors après, c'est vrai que ça devient difficile de savoir ce que dans les 20 autres années suivantes, ça va pouvoir donner. Donc, j'ai fait comme tous les intervenants, j'ai séparé le volet, je dirais, législatif et administratif, parce que pour nous, c'est une contrainte comme pour la formation initiale, des méthodes et outils pédagogiques dont on a largement parlé, donc j'en dirai qu'un petit mot en réserve à la fin. Donc l'aspect législatif, eh bien, l'existence, c'est depuis le 1er janvier l'arrivée du DPC. Le changement, c'est que c'est obligatoire. Donc chaque professionnel de santé, dont tous les kinésithérapeutes, ont l'obligation depuis cette année d'assister à un programme de DPC, développement professionnel continu. Il existe à l'heure actuelle, donc en 2013, pour la kinésithérapie, 2 systèmes de formation continue, un obligatoire, le développement professionnel continu, le non obligatoire qui peut être soit non financé, soit financé par le FIFPL. Voilà. Donc le DPC, chaque professionnel a chaque année l'obligation de participer à un programme de DPC. Alors le programme de DPC, nouveauté, qu'est-ce que c'est par rapport à ce qui existait avant, ce qu'on connaissait, ce qui s'appelait la formation continue conventionnelle? C'est la réunion de 2 parties, une partie acquisition de connaissances, de compétences qu'on avait classiquement avant, mais l'arrivée d'une partie évaluation des pratiques professionnelles, et ça c'est un énorme changement pour notre profession. On avait très peu l'habitude de donner dans l'évaluation des pratiques professionnelles. On l'avait un peu fait avec le Conseil de l'Ordre et l'HAS il y a 2-3 ans, puis après c'était un peu retombé, et là c'est revenu au goût du jour. Et l'évaluation des pratiques professionnelles, c'est forcément la reconnaissance des recommandations et des données actuelles de la science validées. Et ça, c'est un grand pas pour nous. On ne l'avait pas forcément en formation aussi bien initiale que continue. Là, c'est très officialisé et ça repose là-dessus. Alors, évidemment, dans ce dispositif de DPC, l'HAS a été largement contributif. Et c'est l'HAS qui a fourni, pour la partie EPP et pour la partie acquisition de connaissances, quels étaient les outils, les technologies qui étaient validés pour faire de l'EPP et de l'acquisition de connaissances. Donc tous les organismes ont l'obligation, pour ceux qui rentrent dans le système, de prendre tel ou tel système qui a été validé. Donc c'est une obligation, le professionnel assiste à un programme, il valide son obligation et c'est, vous le savez, les conseils départementaux de l'ordre qui sont chargés de contrôler, vérifier cette obligation. Au jour d'aujourd'hui, il existe un financement pour cette obligation. Bon, à titre indicatif, il y a une enveloppe de 955 € par professionnel qui comprend 2 choses. 1, le financement de l'organisme, de la formation, et 2, l'indemnisation du professionnel pour sa perte d'activité. Ça permet au jour d'aujourd'hui de faire 2 jours de programme DPC. Alors, l'avenir sur la formation continue. On reste dans l'aspect législatif et administratif. Alors, un point important, on l'a souligné tout à l'heure, il y a toujours eu une complémentarité entre la formation initiale et la formation continue. En plus, ce sont pour la plupart les mêmes enseignants. Voilà, donc il y a une suite, une complémentarité. Donc forcément, l'évolution de la formation continue se fait par rapport aux évolutions de la formation initiale. Et il y a le problème de l'universitarisation. Il y a d'autres problèmes législatifs qui peuvent arriver dans les années à venir. L'accès direct du patient au professionnel qui va bouleverser et la formation initiale et la formation continue. Il y a le problème des spécialités, on en a parlé. Qui va enseigner ces spécialités? Est-ce que c'est la formation initiale avec une refonte des programmes? Est-ce que c'est la formation continue qui va mettre un socle de plus? Et puis il y a aussi le problème, on n'en a pas beaucoup parlé, de l'accréditation des cabinets libéraux. Tout ça va transformer l'aspect législatif de l'exercice professionnel. Et nous, la formation continue, c'est toujours calé sur ces dispositifs en proposant des formations qui correspondent aux nouvelles dispositions législatives. Alors, dans l'avenir, là, on est parti pour un système obligatoire, le DPC, qui apparemment est assis pour au moins 5 ans, parce qu'on a les agréments pour 5 ans. Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'avenir, il y aura une modulation des prises en charge. Forcément, l'enveloppe va diminuer, c'est comme partout. Donc nous, on va être obligé de s'adapter. Et l'enveloppe va être modulable en fonction des méthodes et modalités utilisées. Donc je pense qu'il va y avoir, les pouvoirs publics vont insister sur les techniques d'EPP. Plus elles seront performantes et plus elles seront indemnisées et prises en charge. En plus, je pense qu'il y aura le rôle, qui n'existe pas encore, des autres financeurs. C'est-à-dire pas l'assurance maladie, mais les assurances complémentaires. Quand on voit le chiffre qu'elles prennent en charge, je pense qu'un jour, elles vont taper sur la table.
du point et dire qu'elles veulent participer et mettre leurs propres critères. Et qu'est-ce qui nous dit que dans les années à venir, eh bien, l'assurance complémentaire ne va pas imposer, comme l'assurance maladie, le DPC, un système d'accréditation pour les professionnels? On n'en sait rien. Voilà. Donc, effectivement, la formation continue pourrait prendre en charge une partie de cette obligation. Bon, sinon, les thèmes qui sont très en vogue dans les années à venir, c'est l'interpro, évidemment. On a du mal à le faire passer dans notre profession parce qu'on n'est pas, comme les infirmières par exemple, autant amené à travailler en interpro. Donc c'est un produit difficile à vendre, mais je sais que l'HAS et l'OGDPC insistent lourdement là-dessus. La prévention et l'éducation thérapeutique, ça c'est les grands sujets en cours. Pour le système optionnel, c'est-à-dire hors DPC, le FIFPL par exemple, là le problème est différent parce que ce système-là est contrôlé par la profession. Il nous appartient. Ce sont les organismes représentatifs qui gèrent les fonds du FIFPL pour la profession. Alors que là, on n'a pratiquement aucun contrôle là-dessus. Ce sont les pouvoirs publics et l'assurance maladie. Donc là, ce système-là, il marche bien. Il sera toujours, je pense, largement financé dans les 15 prochaines années. Il est même en augmentation depuis cette année. Il vient souvent, à la différence du DPC, en complément des autres champs. C'est-à-dire que autant le DPC est plutôt sur du cœur de métier, sur du suivi du patient, que les formations dans le cadre du FIFPL sont au bord ou en complément de cette activité thérapeutique pure et dure, je vais dire. Ce secteur optionnel avec le FIF couvre surtout les spécialités, enfin les exercices spécifiques, on va dire. Voilà, les exercices spécifiques, et c'est cette formation continue avec le FIFPL qui permet de développer les compétences en neurogynéco, en DLM, que la formation initiale n'a pas le temps de développer pleinement. Hein. Et puis, on aura certainement de plus en plus aussi, on a parlé des universités, des conventions avec les universités pour avoir des formations avec une validation universitaire. Et également aussi, on en a parlé, la plupart de nos formateurs, puisque ce sont presque les mêmes, ont presque tous des diplômes universitaires avec une compétence dans les sciences de l'éducation, enfin tout au moins une pensée universitaire qu'on n'avait pas forcément avant. Sur les outils, bon, forcément, elles vont évoluer. Juste 2 réserves sur tous les outils dont on a parlé. La réserve par rapport à notre profession. On a quand même une partie manuelle et technique, et je vois mal l'outil distanciel prendre en charge la totalité comme ça pourrait exister dans d'autres professions. Donc on aura toujours une partie de regroupement ou une partie technique qui ne sera certainement pas prise en charge par la pseudo-manipulation sur un sujet virtuel avec une technologie. Voilà. La deuxième réserve que je voudrais mettre, c'est est-ce que les nouvelles technologies sont forcément meilleures dans l'enseignement que les anciennes? Et je crois qu'il y a beaucoup de papiers qui reviennent un petit peu là-dessus. Il faut aussi s'interroger. Il ne faut pas basculer vers le tout, je dirais, virtuel ou distanciel, même si c'est la solution d'avenir. Parce que quand il va falloir, pour le DPC notamment, former 65 000 kinés, effectivement, on va avoir du mal à faire venir tout le monde en présentiel.